bonjour à tous, nouveau CQFR. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire merci. Ça fait vieille phrase de youtubeur, mais quand même, parce qu'on a passé le cap purement symbolique, mais quand même intéressant, des 10 000 abonnés sur YouTube. Voilà, c'est une vidéo qui commence vraiment comme un vrai youtubeur. Je suis en train de changer de corps de métier, mais On on ça peut nous a remplir on peut remplir, l'Adidas Arena maintenant, ça y est, c'est bon. on peut remplir l'Adidas Arena, c'est Ouais. ça. Bientôt Bercy, voilà. Sachez il y a rien offert pour le mec qui était le 10 millième, parce qu'on ne sait absolument pas qui c'est, on n'a pas regardé, mais merci à lui. User 47 88 54, J'en profite d'ailleurs au passage, quitte à aller à fond dans le youtubeur. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire, hein, parce que maintenant il y a le cap des 15 000 ou des 20 000 à passer. Et pour tous ceux qui nous reprochent de spoil, les gars, on poste, il est 9h40, OK? On va pas mettre, voire des fois 10h40 ou bref, on va pas mettre, je sais pas, CQFR Boston Indiana, 27 mai 2005. À un moment, les gars, on peut pas titrer comme ça. On n'est pas là pour la stat, mais un petit peu quand même. On n'est pas Carl Anthony Towns, mais on a quand même vocation à faire du chiffre. Donc, je suis désolé. N'activez pas la cloche, effectivement, si vous voulez pas vous faire spoiler. Mais dans les titres, on a quand même pas trop le choix. Enfin bref. Allez, passons. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça récompense notre travail. Pareil pour vos messages, etc. Ça nous touche vraiment et ça nous booste. Enchaînons avec, parlons basket cette fois-ci. Je préfère le côté basket que le côté YouTube. Les Celtics, Shai, ont battu les Ouais. Pacers 105-102, quatrième victoire de suite, 4-0, c'est plié, ça y est, Boston est en finale. 4-0, mais je vais te lancer sur une stat, c'est les probabilités de gagner des Pacers lors du game 1. 97% dans le quatrième quart-temps, à un moment du quatrième quart-temps, hein, évidemment. C'est toujours un peu spécial, cette genre de probabilité, mais ça donne quand même Mmh. une vue d'ensemble. 97% de chances de gagner à 30 secondes de la fin du quatrième quart-temps. 93% de chances de gagner à un moment dans le quatrième quart-temps du game 3. Et 90% de chances de gagner à 3 minutes de la fin, je crois, du game 4. Les Pacers ont perdu ces 3 matchs, ils ont tout perdu et ça fait voilà 4-0 pour Boston. Ouais, c'est un peu ce qu'on disait, l'autre jour, c'est si près, si loin, quoi. C'est-à-dire que si loin au niveau du score, 4-0, c'est un sweep, je veux dire si les gens qui ont pas regardé la série vont se dire que c'était prévisible, que Boston était largement au-dessus et qu'il y a pas eu du tout de suspense. Mais comme tu l'as dit, sur quasiment tous les matchs, ça a été accroché et même notamment le dernier où ils gagnent, où Boston ne gagne encore que de 3 points. Il faut, à nouveau, un panier décisif comme dans plusieurs des matchs de cette série. On se rappelle de Jaylen Brown qui arrache la prolongation. Là, tu as Derrick White qui fait passer, les Celtics en tête à 40 secondes de la fin, quelque chose comme ça, 43 secondes de la fin, j'avais noté. Et ça, c'est pour le côté si près, c'est parce que constamment dans les matchs, ils ont été soit devant, soit au contact. Et pour une équipe, où il manquait, Tyrese Haliburton, ce qui est quand même pas rien, c'est un peu leur joueur, le joueur qui définit leur identité cette année, qui fait aussi qu'ils sont là, qu'ils en sont à ce stade. Bah, c'est quand même admirable. C'est une équipe qui a pas d'expérience, qu'on n'attendait pas et qui a fait face à la meilleure équipe de la ligue en saison régulière en l'accrochant à chaque fois et en étant, comme je disais, pas si loin. Donc c'est à la fois, triste parce que tu prends 4-0 et que ça reste un sweep et que c'est frustrant et en même temps, tu peux te dire il y a beaucoup de motifs, de très, très encourageants pour la suite, notamment quand ils auront récupéré, Haliburton, quand ils auront aussi renforcé l'effectif parce que Carlisle a déjà parlé de l'intersaison. Je pense qu'il a des idées pour renforcer l'équipe. Mais, moi je pense qu'il faut d'abord, féliciter les Pacers pour ce qu'ils ont fait malgré le score qui est un peu trompeur, hein. Tu te rappelles, il y avait la saison dernière, on disait Denver Lakers, Nuggets Lakers, le 4-0, il était un petit peu, abusé dans le sens où les Lakers, ils les avaient pas mal accrochés. C'est un peu, enfin, pour moi, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut pas se baser sur le 4-0 pour dire que les Pacers étaient pas du tout au niveau, quoi. Ouais, non, c'est clair, ils ont fait une belle campagne. Ils ont eux aussi profité des blessures, hein, de la même Mmh. manière que les Bien sûr. Celtics aujourd'hui ont profité du fait qu'il n'y ait pas Tyrese Haliburton. Tu parlais de motifs d'espoir, moi j'en ai un, c'est Andrew Nembhard, qui a Ouais, encore été très bon. encore un Il y a Canadien. Ouais, Encore un ouais, bah, Canadien. ils ont un backcourt, Ils vont nous faire Nembhard, mal, ouais. Murray, Shai Gilgeous-Alexander, 24 points, 10 passes avec 6 rebonds. Il se crée son propre tir. Il y a quelque chose, je sais que Mike Breen a parlé de lui comme une future star. On verra si Nembhard, il peut aller jusque-là, mais il y a des éléments très intéressants dans son jeu. Il est vif, il a une bonne vision, c'est un bon passeur, c'est un bon shooter, il sait se créer son tir. Il a réussi, hein, il a quand même Holiday et White sur le dos,
sur les 2 derniers matchs de la série, mais Il 32 et fait 24 points. il fait 2 super matchs, hein, avec des passes Ouais. décisives, de l'adresse, j'avais vu un truc sur lui en début de saison en plus parce que son père est coach au Canada et en gros pour décrire, le profil d'Andrew Nembhard, c'était, il joue comme un fils de coach. Donc c'est-à-dire qu'il a ouais, il a l'intelligence, et voilà, le QI basket et tout ça, mais il a pas que ça évidemment, sinon il serait pas là. Et là, sur 2 matchs où Haliburton n'est pas là, il a très bien pris le costume, je trouve. Tu as raison, c'est un des motifs d'espoir, c'est aussi c'est pas un mauvais défenseur, c'est un bon joueur sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer. 1,96 m, il est pas si petit, Mmh. il peut jouer du coup avec Haliburton titulaire dans le backcourt, il est Ouais. jeune, il y a du potentiel. C'est quand même un mec qu'ils ont drafté au début du second tour, Mmh. donc potentiellement leur deuxième ou troisième option offensive. Je dirais deuxième, ce serait vraiment dans le meilleur des cas, je ne sais pas si Nembhard il arrivera à aller jusque-là, c'est pas toujours simple après de Non, confirmer en ouais. saison régulière sur la durée, mais il y a un vrai potentiel, il y a un joueur qui peut être ça peut être leur Derrick White par exemple, tu vois? Ça Ouais. peut être le Derrick White des Pacers. Un mec un peu couteau suisse qui peut faire plein de choses à la fois, peut jouer avec le ballon, sans le ballon, bon shooter, bon défenseur. Donc ça, c'est intéressant. Après, je pense les Pacers, leurs fins de match sont quand même à chaque fois, Mmh. encore cette nuit, il y a des 2 côtés d'ailleurs, hein. Boston n'a pas très bien joué non plus, mais il y a des pertes de balles, il y a des possessions mal gérées, il y a de la précipitation. Donc il y a des tirs ratés. McConnell, par exemple, qui est excellent, mais il rate un lay-up, il rate un tir à mi-distance Mmh. qu'il met juste avant. Il y a un manque d'expérience et un manque de talent, mais quand je dis talent, c'est un manque de super talent. Genre, à un moment, il faut des joueurs très forts, tu vois, à ce Ouais. stade de la compétition. Et il y a des bons joueurs du côté des Pacers, mais il n'y a pas forcément de joueurs très, très forts. Et c'est exactement ce qu'a Boston. Boston a de l'expérience et des joueurs très, très forts et c'est ce qui a fait la diff, j'ai l'impression, sur les 4 matchs de la série, quoi. Là, tu parlais de panier de Derrick White. Jalen Brown, juste avant, il met un gros contre sur Nembhard, justement, et dans Ouais. la foulée, c'est lui qui C'est drive pour lui. faire la passe à Derrick White. Bah, il a Il a été été, élu voilà, ouais, de MVP de la finale de conférence et c'est très, très c'est logique entre les paniers décisifs, les actions décisives, les stats qui sont aussi à son avantage. Il a été un très, très haut niveau sur cette série, il a peut-être évité d'ailleurs à Boston que cette série soit plus serrée que ça. Il n'était pas tout seul évidemment, hein, Tatum a fait quelques bons matchs, White a été décisif sur celui-là. Enfin, White a été décisif alors qu'il rentrait rien du tout, c'était assez terrible. Il était à 0 sur 7 je crois avant ce tir, ce tir à 43 secondes de la fin qui les fait passer devant. Mais oui, bah, Boston même sur les matchs où c'est pas fou, en termes de niveau de jeu, par rapport à ce dont ils sont capables, il y a toujours quelqu'un qui arrive à step up, ça peut être Brown, ça peut être Tatum, ça peut être, Derrick White, au moment où on l'attend pas trop. Même Jrue Holiday l'autre jour aussi, avec l'interception, le panier avec la faute. C'est aussi ça l'avantage d'avoir une équipe aussi profonde avec autant de talent et c'est ce qui fait qu'on considère Boston comme le favori à l'est depuis le début de la saison, hein. enfin, profonde dans le 5 majeur. Je vois ce que tu veux dire. Je sais que tu Ouais, parles de les profonde, différentes les genre différentes options, voilà. ouais. C'est moi, on en parlera quand on fera la preview de la finale, mais j'ai du mal avec cette équipe de Boston quand même. Ça joue ça paradoxalement, ça joue pas très bien quand même. Il y a alors c'est pas, à l'échelle Minnesota de on sait pas quoi faire, mais il y a plein de possessions offensives où il y a pas vraiment de rythme. Je trouve que là, j'en parlais avec Théo en off, je vais répéter exactement ce que j'ai dit, en tout cas ce qu'on s'est dit, mais je trouve que la critique sur le fait qu'ils prennent trop de tirs à 3 points, je pense que c'est une fausse lacune dans le sens où en fait, ils drive aussi. Il y a pas mal de drive à la fois de Jrue Holiday, de Jaylen Brown, de même en fait des quatre extérieurs de cette Mmh. équipe. Il y a du drive, il y a parfois des paniers à l'intérieur. Par contre, c'est vrai qu'il y a plein de moments où la balle juste, elle circule en périphérie et elle circule même pas vite. Ça passe de Holiday qui pendant 2 secondes sait pas quoi faire, qui la passe à Tatum qui pendant 2 secondes sait pas quoi faire, qui finit par appeler un pic, mais en même temps c'est pas vrai, il y a pas vraiment une création sur ce pic. Pareil, ça peut aller jusqu'à Jalen Brown qui va faire la même chose. Il y a C'est marrant, les joueurs sont complémentaires, mais il y a pas une très forte complicité dans le jeu, parce que j'ai l'impression qu'ils s'entendent bien, tu vois? Et ils sont vraiment doués tous, donc à un moment ça fait la différence. Mais ouais, c'est cette équipe, il y avait de l'intensité. Est-ce que ça jouait pas mieux quand il y avait Porzingis quand même? Je trouve que le Si, spectacle si, était si, plus intéressant, il y a plus de variété, quoi. il faudrait évidemment, mais tu vois, là, il y a pas forcément de manque enfin, i c'est pas que ça manque de variété, c'est que ça manque de enfin, oui, il y a forcément plus de variété avec Porzingis, tu vois? Mais ça manque je sais pas, du peps ou de Mmh. génie un peu.
Mmh. Ça manque un peu de génie, tu vois? C'est parfois un peu bon, je sais pas comment mettre le doigt dessus, j'expliquerai, ce sera mieux dans la preview, je prendrai mon temps pour bien trouver mes mots, mais pour bien réfléchir à ce que je veux mettre en avant sur Boston, mais il y a un truc qui m'enflamme pas personnellement. Après peut-être que voilà, c'est juste une sensibilité personnelle et pareil, tu vois, je trouve qu'il y a de l'intensité, par exemple, dans cette fin de match Indiana-Boston, des 2 côtés. Donc il y a Ouais, de l'intensité, mais c'est nettement moins maîtrisé que l'intensité que peut avoir Dallas, par exemple. ouais. Et du coup, oui, ça joue intense, mais ça joue intense sans jouer bien. Et pareil du côté de Boston, hein, il y a plein de pertes de balles des Celtics, fin de match, de trucs, gâchés, ratés, des tirs un peu pris n'importe comment. Je sais pas, Je ça pense qu'ils en sont conscients, enfin, ils en sont majoritairement conscients parce que quand tu écoutes, Mazzulla, quand tu écoutes, Derrick White notamment, parce que c'est drôle, tu as les différentes réactions, tu en as qui vont courir dans les tribunes: «Ça y est, on est en finale NBA et tout». Derrick White, il est resté au milieu, il faisait un peu la tronche, du genre: «Ah ça y est, j'ai enfin mis un panier, on a quand même été pas top contre une équipe diminuée». Enfin, j'interprète, hein, je surinterprète, mais, je pense qu'il y en a qui sont conscients et qui pensent comme toi, qui sont conscients de cette situation, qui sont conscients que Boston peut et doit faire mieux. Que là, ils ont eu un parcours, c'est pas pour faire injure à leur parcours, ils ont affronté des équipes qui étaient, diminuées, fatiguées, et comme, toute équipe qui fait un parcours, au long cours dans une campagne de playoff. Mais c'est vrai qu'on le dit depuis le début, attention au gap entre le niveau qu'ils ont affronté, le niveau des équipes qu'ils ont affrontées dans les playoffs à l'Est et ce qu'ils vont affronter à l'Ouest, quelle que soit l'équipe, hein. ouais, On quelle que parlait soit l'équipe, ouais. voilà, on parlait de Denver, on parlait de Minnesota et donc maintenant on parle de Dallas qui est quand même très, 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 très proche de rejoindre ces finales NBA. Oui, c'est l'interrogation. On va voir si le game 1 de toute façon va être révélateur, hein. Encore une fois, même si ça devait être, finalement Minnesota, après un miracle, le game 1 pour Boston, ça peut être la piqûre de rappel, et vu que tu as pas beaucoup de matchs hem, pour te réveiller si ça va pas dans le premier match, voilà, faudra surveiller ça. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. J'ai quand même l'impression qu'à chaque fois, ils ont la réponse, Mmh. l'atout à sortir si ça va pas, si Tatum est pas bien, si Brown est pas dans un grand soir. Parfois, tu vas même avoir Al Horford qui va sortir un match, il va te mettre 6 ou 7 paniers à 3 points, et faire la différence. Jrue Holiday, il y a du monde. Le banc, ça peut être une petite interrogation parce que est-ce que Peyton Pritchard va être à ce niveau-là, au niveau qui sera attendu de la part d'un remplaçant décisif dans des finales NBA? On va voir. Pareil pour les autres. Le retour de Porzingis va être aussi une interrogation, mais ça, Ouais. on en parlera lors de la preview sur les finales, évidemment. Il y a juste un truc, c'est vrai que Tatum et Brown, par contre, ils sont techniquement et physiquement, vraiment, tu sens que c'est l'apogée. Genre, on est Ouais. dans le prime, c'est plus, heu, il y a une maîtrise, il y a une maîtrise et les 2 sont tu as le meilleur Tatum, le meilleur Brown. Alors, ils deviendront peut-être encore un peu plus forts avec l'expérience, avec le temps, mais tu le jou ils sont c'est des joueurs aboutis. Genre, le joueur qui est Mmh. Brown aujourd'hui, le joueur qui est Tatum aujourd'hui, ça sera le même, après avec des petites évolutions, mais ouais, ils sont prêts. Ils sont prêts, ça, il y a pas de doute. On verra. C'est la 18e équipe qui atteint les finales en ayant perdu 2 matchs ou moins. Donc ils en ont Mmh. perdu 2, ils ont gagné 12. Sur 12 des 17 précédentes, 12 équipes ont été championnes. Donc généralement, c'est quand même révélateur, mais Ouais. mais faudra voir, tu l'as dit, hein, ils ont joué Miami sans Jimmy Butler, ils ont joué Cleveland une partie de la série sans Donovan Mitchell, ils ont joué Indiana une partie de la série sans Tyrese Haliburton, Indiana qui avait déjà joué les Knicks sans des titulaires et les Bucks sans Giannis et en une partie sans Damian Lillard, donc il y a beaucoup d'absents à l'Est. On verra pour Boston. Avant qu'on enchaîne, peut-être, on peut continuer avec Dallas, juste brièvement parler du game 4 qui est ce soir. Il y a quand même un Ouais. forfait important, c'est celui de Derek Lively. Enfin, il est a priori forfait. C'est pas encore sûr à 100. Il y a Ouais, des sites qui l'annoncent forfait, sa d'autres participation qui est disent est en question, quoi, on ne sait pas est encore. fortement remise en question, ouais. Il est Ouais. incertain. Donc Bah, ça serait une ils auraient grosse tort, absence pour Dallas. ils auraient tort de prendre le risque de le faire jouer s'il est pas remis, du choc. C'était un choc dans le bas de la tête, enfin au niveau de la nuque, avec Towns. À 3-0, s'il y a un moment où tu peux ne pas prendre de risque, même si lui est effectivement très important, c'est maintenant. A priori, vaut mieux l'économiser là et le garder pour, un éventuel, game 5 pour les finales. Mmh. Les gens se rendent peut-être pas compte s'ils suivent que de loin, et pas les matchs, et qu'ils voient pas les matchs en direct ou en replay. Lively, il est déterminant cette saison et sur les playoffs. C'est un jeune joueur, c'est sa première saison en NBA. On en a parlé un peu avec Théo dans le podcast d'hier que je vous invite à Oui. écouter, qui était, à la fois sur Luka Doncic, mais aussi, on a étendu ça aux Mavs évidemment. Lively, pour un joueur avec si peu d'expérience, il a une maturité dans le jeu, en plus d'une énergie, qui est débordante.
que je trouve hyper prometteuse et du coup, j'en viens à me demander quel type de joueur ça va devenir et ça, on pourra en parler dans d'autres discussions plus tard, même après la saison, hein, ou en fonction de ce qu'il fera pendant les finales. Mais tu as raison, c'est un point important, déjà là pour finir la série, pour la boucler et pour après, il faut quand même surveiller. Lively, c'est un joueur important des Mavs. Ouais, non, c'est clair. Là, je pense que les Timberwolves, par exemple, ils ont beaucoup changé de stratégie défensive au Mmh. cours des 3 premiers matchs. Si Lively n'est pas là, c'est la porte ouverte pour vraiment trapper sur Luka et Kyrie, forcer à lâcher la balle à l'intérieur parce que Gafford, il est bon dans son registre, mais c'est pas un très bon passeur sur les Mmh. situations de 4 contre 3 et c'est un je suis très gentil quand je dis que c'est Euphémisme, ouais. pas ouais, c'est voilà, c'est clairement pas son point fort, la vision du jeu et lâcher une bonne passe dans le bon timing au bon endroit. Donc voilà, forcer Luka et Kyrie, c'est fou d'ailleurs que les Timberwolves aient pas fait ça dès le début, de se dire non mais eux, faut pas qu'ils aient la balle. Enfin, que Luka et Kyrie, il faut qu'on les force à lâcher la Mmh. balle au maximum. Voilà, ça peut être une piste, ça peut être un point important pour Minnesota sur ce game 4. La bonne nouvelle pour Dallas, c'est que peut-être Maxi Kleber va revenir. Il est questionable, comme Luka. Luka est aussi questionable d'ailleurs, hein. Même s'il a joué tous les Oui, matchs, bon. il est listé à chaque fois en questionable. Il est quand même blessé voilà, au genou et à la cheville. Mais voilà, éventuellement, le retour de Kleber, ça pourrait compenser parce que ça offrirait à Dallas la possibilité de jouer avec un grand qui étire les lignes, quoi. C'est ça, ça te donne un autre profil, là qu'ils ont plus, hein, parce que, bon, Gafford et Lively, c'est quand même des joueurs qui s'écartent pas. Hem, Kleber, c'est un type, il peut te mettre 4 ou 5 paniers à 3 points sans problème dans un match, tout en étant en plus, tout à fait respectable à l'intérieur. C'est un joueur, un peu besogneux qui s'entend très bien avec Luka Doncic. Il y a une Son excellente meilleur connexion pote, entre ouais. les 2. Mmh. C'est pas ouais, c'est pas anodin non plus, donc c'est très bien s'il revient. S'ils arrivent à être au complet de toute façon, moi, que ce soit pour Boston ou pour Dallas, si c'est bien la finale, auquel on a le droit, moi, je veux juste que pour une fois, on ait une série où on se dise pas: «Oui, mais il manquait machin, oui, mais machin est Mmh. diminué». Si on pouvait juste avoir une série où, tout le monde est à peu près à 100 ou en tout cas apte à jouer, moi, c'est tout ce que je demande. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je valide. Allez, on peut enchaîner avec Bill Walton. On a appris hier la Ouais. triste nouvelle, le décès de Bill Walton à 71 ans. Une légende clairement de cette ligue et un homme très particulier. Je vais te laisser Shai parler de Bill Walton. Je sais que c'est quelqu'un qui est cher à ton cœur. Ouais, j'aimais beaucoup Bill Walton. Alors le joueur, évidemment, je l'ai pas connu en direct, hein, c'était pas mon époque, mais en se redocumentant dessus, c'était un peu un ovni, quoi. C'était un intérieur, qui déjà à l'époque avait une énorme vision du jeu, un sens de la passe, enfin, alors il y a moi j'ai surtout revu, son passage, court mais très, très bien aux Celtics où, je pense qu'il a fait partie de l'une des meilleures équipes peut-être de tous les temps dans la ligue, avec les Celtics. Ils avaient gagné un titre d'ailleurs. C'était un intérieur atypique et une personnalité atypique. Jokic avant Jokic quelque Voilà, part. alors c'est marrant que tu dis ça parce que ce matin, du coup, je lisais, j'en ai fait une petite news, sur le site, vous pouvez aller voir. Déjà en 2018, donc ça remonte un peu, Jokic n'était pas encore All-Star, on voyait que c'était un joueur qui allait faire parler de lui, mais on savait pas que ça deviendrait le joueur que c'est aujourd'hui. Walton, il avait été interrogé sur une forme de filiation peut-être avec un joueur comme Jokic et il avait fait ce qu'il a fait souvent après en tant que consultant, c'est-à-dire des éloges, un peu perchés, un peu, folkloriques quoi, où tu comprends la moitié de ce qu'il veut dire, puis après tu dis: «Ah oui, OK, je vois, c'était pertinent» et en fait, je vais te lire la déclat qu'il avait faite sur Jokic. Donc il a dit: «C'est un magnifique joueur qui joue au basket avec sa tête. Il possède quelque chose qui se perd dans le monde, la vision périphérique. Quand tu marches dans la rue, que tu conduis une voiture ou roules à vélo, c'est criant ce manque de vision périphérique chez les gens. Mais Nikola Jokic, lui, est l'antidote à beaucoup des problèmes que l'on a dans le monde. Et ensuite, il enchaînait alors sur un autre sujet, mais qui est quand même, tu vas voir quand même que c'est lié. Des gens comme Mandela, Luther King ou Mahatma Gandhi sont des gens qui voyaient le futur avant tout le monde et savaient atteindre leur objectif. Nikola Jokic est comme ça. Je répète qu'il a dit ça en 2018. Hein. Le bonheur démarre là où l'égoïsme s'arrête. Dans un basket pris d'assaut par les dribbles incessants pour soi-même, Nikola Jokic est une telle bouffée d'air frais. Ça vient de son imagination. Le voir jouer au basket, c'est comme voir Bob Dylan écrire une chanson. Voilà. C'est typiquement C'est Bill Walton, c'est-à-dire magnifique, ouais. qu'il part dans 18 directions différentes. Hein. C'était un original, c'est un euphémisme. Mais voilà, c'est quelqu'un qui sentait quand même bien le jeu, qui était divertissant comme consultant, un peu clivant parfois, la manière dont il commentait. Mais c'est aussi une légende du jeu qui a gagné le titre avec Portland, qui a gagné un titre avec Boston, qui a été MVP des finales. Voilà, un formidable joueur et légende de la ligue. Et évidemment, toutes nos pensées vont vers sa famille, dont il y a son fils Luke, mais il a une grande famille, Bill Walton. Et voilà, on pense à eux aujourd'hui.
Yes, bah, écoute, c'était très bien résumé, Shai, magnifique. On va se laisser là-dessus, Ouais. sur ce beau message, même si c'est évidemment pour quelque chose de triste. On se retrouvera demain pour un nouveau CQFR. On débriefera ensemble, du coup, le game 4 entre Ouais. les Timberwolves et les Mavericks et sur ce, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.